Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 25e épisode, nous allons parler d'excellence dans le business. Alors comme je vous le disais dans l'avant-dernier épisode, personne n'attend de vous la perfection les filles, mais en revanche, si vous avez l'ambition du high ticket, du haut de gamme, eh bien il faut savoir que le high ticket appelle la high performance. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que dans l'épisode d'il y a 2 semaines, effectivement, je vous disais que le perfectionnisme dans le business, vous aviez tout intérêt à le laisser tomber. Je vous expliquais pourquoi vous aviez tout intérêt à le laisser tomber. Notamment parce que c'est un symptôme très égotique que vous avez tout intérêt à lâcher sur le plan notamment spirituel afin d'embrasser pleinement une forme de performance qui, elle, est beaucoup plus saine et qui permet également une réalisation sur le plan spirituel. Et il s'agit là de l'excellence. Aujourd'hui, on va se parler d'ihsan. Et quand je suis face à mes élèves et que je leur dis justement et que je les encourage à faire cet effort de lâcher le perfectionnisme pour embrasser l'excellence, eh bien, ça fait complètement du sens pour elles. Et elles me disent que en réalité, dans leur perfectionnisme, ce qu'elles recherchent, elles, c'est justement l'excellence. Et du coup, elles ont du mal à voir la différence entre l'excellence et le perfectionnisme, et justement comment nourrir plutôt cette quête d'excellence plutôt que les travers du perfectionnisme. Donc on sent que l'envie, elle est là, et je pense que c'est votre cas aussi, mais que concrètement, vous manquez peut-être d'outils pour pouvoir mettre en œuvre cette quête spirituelle. Alors du coup, ce qu'elles ont tendance à faire, c'est à se remplir d'intentions dans leurs initiatives au quotidien, à essayer d'apporter plus de soins à leurs prospects et clients. Elles essayent aussi d'être au maximum transparentes et honnêtes avec elles-mêmes et avec leurs clientes dans leur business. Et c'est déjà très bien en soi parce que c'est un bon début vers l'excellence. Mais il faut savoir que l'excellence, c'est d'abord un degré spirituel qui commence certes par une disposition intérieure, qui effectivement est très en lien avec l'intention. Néanmoins, je remarque que pour elles, ça reste quand même assez abstrait et limité comme quête vers l'excellence dans le business. Du coup, il faut savoir qu'ici, si vous avez envie effectivement de cheminer vers l'exemplarité dans le business, eh bien, il faut déjà comprendre la notion spirituelle d'excellence. Notre religion, il faut savoir qu'elle nous attache au poids des mots, à leur signification. Mais aujourd'hui, on observe un espèce de glissement sémantique où on accorde plus d'importance à la forme plutôt qu'au fond des mots. Et en fait, toute notre quête en tant que musulmane, c'est notamment d'essayer de deviner le sens et l'intention d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chacun de ces mots, notamment dans le noble Coran. Et donc du coup, les musulmans aujourd'hui, il faut savoir qu'ils ont un besoin de réconciliation avec les mots, puisque l'attribut de la parole, c'est un attribut divin qu'Allah a accordé à l'homme. Il l'a honoré par cet attribut qu'il a accordé uniquement à l'homme parmi l'ensemble de ses créatures. Et donc, il a également enseigné à Adam alayhi salam, le premier homme, chacun des mots. Et donc, on doit s'intéresser un petit peu aux mots, et notamment les mots d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, mais également les mots de son messager. Et justement, on retrouve dans un hadith très connu qu'on appelle le hadith d'Ibril alayhi salam, ce qu'est l'excellence finalement. Et donc là, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ici on retrouve Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui nous rapporte que le prophète alayhi salam, il était assis avec des gens lorsqu'un homme est venu et lui a dit « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que la foi ?» Et le prophète de répondre « La foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en son livre, en sa rencontre, en ses prophètes et que tu crois en la résurrection. » Ensuite, il lui dit « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que l'islam ?» Et le prophète de répondre « L'islam est que tu adores Allah et que tu ne lui associes rien, que tu accomplisses la salat, que tu t'acquittes de la zakat obligatoire et que tu jeûnes le ramadan. » Et là, il ajoute « Qu'est-ce que l'islam ? Qu'est-ce que l'ihsan ? Pardon, qu'est-ce que l'ihsan ?» Et le prophète alayhi salam lui répond que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. C'est un hadith très très connu que je suppose vous connaissez déjà. Et il faut savoir que cet homme, une fois qu'il est parti, le prophète alayhi salam a dit « Ramenez-moi cet homme ». Ils sont partis le chercher
mais ils n'ont rien vu. Alors le prophète sallam a répondu, c'est Djibril qui est venu pour apprendre aux gens leur religion. Et c'est un hadith que si vous ne le connaissez pas déjà, vous le retrouverez dans Bukhari, dans son Sahih. C'est le numéro 50 et dans le Sahih de Muslim, c'est le numéro 9. Une fois qu'on a dit ça, eh bien qu'est-ce qu'on peut dire de ce hadith? On peut dire que il y a trois degrés dans l'islam. Il y a 3 degrés de foi. Il y a l'islam, les 5 piliers. Il y a l'iman, avec les 6 piliers de la foi. Et il y a l'ihsan, c'est-à-dire la quête de l'excellence. Et donc, tout musulman doit avoir l'ambition de l'excellence et doit chercher à viser l'excellence dans absolument tout ce qu'il fait, partout, tout temps, en tout lieu, en toute situation, en toute relation, y compris dans le commerce. Et en fait, si ça me tient tellement à cœur de vous parler de l'ihsan, de l'excellence dans le commerce, c'est tout simplement parce que ça a été une voie par laquelle l'islam a été propagé. Effectivement, aujourd'hui, on cherche à nous faire croire que l'islam a été propagé par les armes. En réalité, c'est par la voie du commerce que les musulmans ont pu faire connaître le message de l'islam. Et c'est parce ils commerçaient avec excellence, ils commerçaient avec loyauté, ils commerçaient avec éthique, avec bienveillance, etc., etc. Et c'est toutes ces nobles valeurs que j'ai envie de remettre au goût du jour dans l'entrepreneuriat, notamment en ligne, qui est pour le moins plus ou moins sauvage aujourd'hui, qui est dépourvu d'éthique, qui est dépourvu de sens, qui est dépourvu de spiritualité. Et aujourd'hui, justement, à travers cet épisode, j'ai envie de donner envie aux commerçants que nous sommes, et moi la première, l'envie d'œuvrer en état d'adoration. C'est-à-dire au quotidien, aborder et appréhender notre commerce comme si on voyait Allah, ou bien si on ne le voit pas, avoir la conscience que certes, lui nous voit. Et ça, j'ai envie de vous poser justement la question, en fait, que vous travaillez ou pas avec la communauté. Aujourd'hui, demandez-vous comment est-ce que vous travailleriez si vous saviez Allah devant vous. Comment est-ce que vous communiqueriez si vous saviez Allah devant vous? Comment est-ce que vous traiteriez vos prospects, vos clients, votre équipe, si vous en avez une, vos prestats, si vous saviez Allah devant vous? Donc en fait ici, la solution moi que j'ai envie de vous proposer, c'est que prétendre à l'excellence dans le business, c'est de faire du business en état d'adoration. C'est-à-dire concevoir l'exercice du business comme une ibada. Et donc ici, si vous arrivez à observer le business de cette manière-là, vous remarquerez qu'en étant dans cet état d'esprit, toute chose vous sera facilitée. Votre excellence, elle fera parler de vous, les filles. On parlera de votre éthique, on parlera de votre professionnalisme, on parlera de vos résultats, parce que l'excellence permet la transformation et les résultats. Alors du coup, justement, la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est comment faire preuve d'excellence dans son business? La première chose qu'on ira voir ici, c'est qu'il faut tout d'abord commencer par avoir une posture de servitude. La seconde chose, c'est qu'il va falloir aussi faire en sorte d'avoir un business pertinent. Et puis pour terminer, on verra que ce qui est très important aussi pour atteindre l'excellence dans le business, c'est de proposer de véritables transformations. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous parler de mon comeback. Effectivement, je suis de retour, alhamdoulilah, après plusieurs semaines en vadrouille à tourner les podcasts ici et là à travers le monde. Je suis enfin rentrée à la maison il y a 2 jours, alhamdoulilah, et ça fait du bien. Je suis d'ailleurs très très heureuse de retrouver mon micro, parce que quand j'utilise mon micro portable là, que je trimballe un peu à travers le monde, il est bien, mais alors je préfère quand même celui-ci, mon petit bureau, mon ordi bien posé comme j'aime, etc. Et du coup, avant même de partir, j'avais programmé un événement avec l'équipe qui me tenait à cœur d'animer. Vous le savez, ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis dans l'infoprenariat et j'ai observé pas mal de changements. Et aujourd'hui, étant donné que mon positionnement est clairement sur l'infoprenariat en ligne des femmes musulmanes, j'ai envie de vous faire part justement des 3 changements majeurs à venir dans l'infoprenariat en 2023, en dressant tout d'abord un bilan de ce que sera l'infoprenariat en 2022. Je vais vous parler également des choses à bannir impérativement pour réussir dans le business en 2023. Et puis, je vous donnerai également ma vision et mes prévisions, mes prédilections pour le marché de l'infoprenariat en ligne pour 2023 toujours. J'ai décidé d'en faire un webinar. C'est la première fois que j'anime une thématique un petit peu comme ça qui est très analytique du marché de l'infoprenariat. Je vous avoue que c'est un vrai défi pour moi, c'est un challenge et ça me stimule énormément.
Et je ne sais pas si le sujet, en tout cas, vous parle, mais moi, ça me parle complètement. Ça va changer un petit peu de ma posture de coach, je trouve. Mais c'est un sujet qui, pour moi, a complètement du sens de le faire, surtout là, en cette fin d'année, surtout là, après 6 mois d'infoprenariat business pur, mais plus de 3 ans d'infoprenariat tout court. Donc, je pense que j'ai vraiment des choses à vous apporter sur ce versant-là. Et puis voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse vous y inscrire. C'est totalement offert. Vous ne débourserez pas 1 euro pour y assister. Ce sera en ligne. Ça aura lieu le 13 décembre à 20h30. Le nombre de places sera bien entendu limité parce que je ne peux pas accueillir tout le monde sur le Zoom sur lequel ça aura lieu. Donc je vous laisse vous y inscrire sur le lien en description de l'épisode du jour. Et bien sûr, une fois que toutes les places seront parties, nous serons obligés de fermer les inscriptions. Donc je vous laisse vous y inscrire, Inch'Allah, vous êtes au courant en priorité puisque c'est ici que j'en fais l'annonce. J'en reparlerai, Inch'Allah, à l'occasion de mon live de ce jeudi, dont je vous annoncerai d'ailleurs le sujet en fin d'épisode. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout. Du coup, revenons-en à notre sujet du jour. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on va se parler d'excellence dans le business et notamment des 3 clés qui, selon moi, permettent d'atteindre ce niveau d'excellence et d'exemplarité dans le business. La première chose, selon moi, c'est d'adopter une posture de servitude. Vous le savez, nous sommes les serviteurs d'Allah. Et se mettre en état de servitude, c'est se mettre au service d'Allah. Ce qu'on appelle le fisabilillah, le fameux fisabilillah qui est souvent très mal compris. J'avais fait un live pour en parler et préciser cette notion. Il n'y est plus parce que vous le savez, mes lives, je les laisse que quelques temps. Mais en tout cas, l'état de servitude, ça consiste à se mettre au service d'Allah, donc fisabilillah, dans le but de le servir. Et quand on a un business de service en ligne ou autre, nous devons inscrire notre démarche dans un état de servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala avant même de le faire pour sa créature. Et donc ça appelle tout d'abord une disposition intérieure avant d'être une posture extérieure. Et tout de suite on va entrer dans le vif du sujet, Inch'Allah. Premièrement, il faut adopter les filles une posture de servitude intérieure. Donc je vous en ai parlé un petit peu au début de l'épisode, je vous disais que mes élèves, quand je leur parle d'excellence, elles pensent tout de suite intention. Ok, donc il faut que j'anoblisse mon intention. Et c'est une très bonne chose, effectivement. L'état de servitude, c'est avant tout au niveau intérieur que ça se joue, et quoi de plus intérieur que l'intention. Donc poser une noble intention de servitude pour Allah, c'est-à-dire que je décide de servir sa créature en proposant ce que j'ai de mieux à offrir à sa créature. Donc là, j'ai pas envie de vous en refaire tout un pitch parce que je vous en ai déjà assez parlé dans un épisode de podcast sur l'intention, donc je vous laisse vous y référer. Mais effectivement, ça commence tout d'abord par une noble intention, celle de servir le créateur pour mettre à disposition de ses créatures ce que nous avons de meilleur à offrir. La deuxième chose, au niveau de l'attitude intérieure, c'est la pensée. Quand je décide d'offrir mes services, je décide de le faire dans un état de servitude pour plaire à Allah, ensuite pour récupérer mon risque de façon licite auprès de sa créature, afin qu'elle trouve dans mes services un intérêt et que moi j'y trouve également un intérêt pécunier. Et donc ici, pour moi, ça consiste, l'excellence, à repenser sans cesse ses services pour qu'ils soient toujours plus pertinents, toujours plus performants, toujours plus transformationnels, toujours plus source de résultats. Et malheureusement, dans la communauté aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je vois. Je regrette qu'on ne soit pas de ces commerçants qui soient toujours dans cette dynamique de remise en question, d'évaluation de la qualité client, de comment améliorer le parcours client, comment faire en sorte que mes clientes obtiennent des résultats plus vite, sans trop d'efforts, d'une façon la mieux drivée possible, etc., etc. Donc, ce qui doit vous obséder dans l'exercice de votre profession au quotidien, c'est de vous dire comment est-ce que je peux mieux faire? Comment est-ce que ça peut aller plus vite? Comment est-ce que mes élèves peuvent plus vite obtenir les résultats pour lesquels elles m'ont payé? Ça, c'est un exercice cognitif qui sera intéressant de faire au quotidien pour être dans cette quête d'exemplarité dans son business et ouvrir la voie à l'exemplarité à vos concurrents parce qu'ils n'auront d'autre choix que de vous suivre finalement. Et puis pour terminer, quand je parle d'attitude intérieure, je parle d'intention, je parle de pensée, mais je parle aussi d'émotion. Quand on a un business de service en ligne, il faut avoir une certaine disponibilité intérieure d'ordre émotionnel. Comment est-ce qu'on trouve cette disponibilité intérieure d'ordre émotionnel? Déjà, c'est important d'avoir de l'amour pour ce qu'on fait. Si vous faites quelque chose qui littéralement vous fait chier, vous embête, vous m'avez comprise, n'allez pas le faire en fait. Vous ne serez pas dans de bonnes dispositions intérieures. Votre noble intention, elle va être entachée par le fait d'avoir du désamour pour ce que vous faites. Donc, faites quelque chose pour lequel vous avez un minimum d'amour, un minimum d'intérêt, un minimum de passion.
ayez aussi cet état émotionnel de curiosité pour votre profession. Si vous n'avez pas de curiosité pour votre métier, c'est pareil, vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions pour être un serviteur idéal au service de votre profession pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez également dans ce niveau intérieur d'inspiration, c'est-à-dire d'être sans cesse connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir de lui les meilleurs. J'en parlais dans un podcast sur l'inspiration, donc j'y reviens pas. Mais soyez dans cet état d'inspiration intérieure, de motivation intérieure, cet état d'appétence, de confiance dans le fait qu'Allah va vous guider sur vos pas pour délivrer le meilleur parce que vous êtes dans un état de servitude pour lui plaire avant tout à lui, avant même de vouloir récupérer votre subsistance. Et ça, c'est une posture intérieure qui est favorable derrière à mettre en place une posture extérieure de servitude qui, elle, est visible à l'œil. Et voici sur les 3 autres terrains sur lesquels j'ai envie de vous embarquer sur le plan de la posture extérieure. Au niveau de la posture extérieure, ce que je vous recommande, moi, c'est déjà de prendre des actions organisées, massives, planifier, d'honorer vos rendez-vous, de driver et diriger vos coachings, vos entretiens, vos consultations. C'est très très important que quand les gens viennent à vous, ils se sentent pris en charge. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais quand je prends une consultation chez un freelance ou autre, et qu'on ne me prend pas en charge, que je ne me sens pas diligentée pendant l'entretien, que je ne sens pas d'organisation, je ne sens pas de planification, c'est fait à l'arrache, à la va-vite, personnellement, non, très peu pour moi. Et je peux vous dire que parmi tous les freelances que j'ai eu en consultation, il y en a une qui est sortie du lot dernièrement, j'en parlais sur mes stories Insta d'ailleurs. Vraiment, si vous ne me suivez pas sur Insta, c'est une mauvaise idée, c'est là-bas que je donne pratiquement mes meilleurs contenus, parce que désormais il y a Telegram où je fais mes instants pépites podcast, là aussi c'est très intéressant d'y être, mais en story Insta je vous fais souvent des débriefings et des décortiquages, et là je décortiquais un entretien avec une freelance, en l'occurrence ici ma community manager pour ne pas la nommer, et j'ai été bluffée par l'entretien qu'elle m'a fait passer. Honnêtement, c'est moi qui cherchais une community manager, mais c'est elle qui a dirigé l'entretien pour me proposer ses services de la meilleure des manières. Et là, j'ai senti l'excellence dans son métier. Et c'était hyper agréable de se laisser diriger, de se sentir prise en charge, de se sentir écoutée, de sentir l'expérience, l'expertise. Enfin bref, j'ai acheté quoi. Ensuite, je vais vous parler d'outils. Premièrement, une posture de servitude extérieure, c'est prendre des actions massives et efficaces. Deuxièmement, c'est avoir des outils. Il n'y a rien de plus désagréable que de prendre un coach, un freelance, etc. et de se rendre compte qu'il n'a rien pour honorer sa mission. Alors en général, vous n'avez pas rien, mais vous avez très peu ou des choses archaïques. Et ça fait de la peine aussi quand on fait appel à des gens de la Oumma, parce qu'on se dit, mais c'est quoi cette Oumma à qui on paye des services? On est content de travailler avec la Oumma, mais on ne trouve pas chez eux les outils les plus efficaces, les plus performants. On ne trouve pas chez eux de quoi se former, on ne trouve pas qu'ils sont à la pointe de la technologie et de ce qui se fait. Ça fait mal au cœur, parce que plusieurs fois, c'est aussi des choses qui m'ont motivé à aller acheter en dehors de la Oumma. Et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui je me suis lancée en tant que business coach dans la Oumma, parce que je le déplore en fait. Jusqu'à présent, j'ai eu une seule coach musulmane. Toutes les c'était Nawal Muslimo. Depuis, j'ai quasiment, si j'ai eu aussi un coach dans un autre domaine en communication. Mais sinon, la plupart de mes coachs, ce ne sont pas des coachs musulmans, parce que malheureusement, c'est chez eux qu'il y a le moins d'efficacité en termes d'outils, quoi. Et moi, je suis désolée, je suis prête à mettre le prix, c'est jamais un problème pour moi. Par contre, il faut me présenter des outils qui tiennent la route, s'il vous plaît. Donc, jouez le jeu un petit peu d'outils performants, efficaces, formez-vous, soyez sans cesse aux aguets de ce qui se fait de mieux pour proposer ce qu'il y a de meilleur sur le marché à vos clients. Ensuite, l'état de servitude se concrétise aussi, et j'aurais peut-être dû commencer par là, par la mise à disposition de votre personne. Au-delà de mettre à disposition des actions, des outils, il va nous falloir vos qualités humaines et professionnelles. J'entends par là que dans le commerce, il faut faire preuve de bienveillance, les filles, de douceur. Ne dites jamais non à vos clients. Le prophète, on ne l'a jamais entendu dire non. Développer des qualités humaines, elles doivent exister déjà dans votre vie personnelle, mais dans le business encore plus, parce que le business, c'est aussi une vitrine pour notre religion, et que vous le vouliez ou non, les gens font des associations en fait, c'est-à-dire qu'ils associent la personne à la religion finalement. Et donc, quoi que nous fassions, nous sommes toujours ambassadeurs de notre religion. Et comme je vous disais, l'islam a à un moment donné pu se propager avec une telle force, parce qu'à un moment donné, il y a eu des commerçants vertueux, avec de nobles caractères, avec une éthique incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui ont embrassé l'islam. Soyez une cause pour laquelle les gens se disent
mince, mais c'est quoi le secret de cette personne pour être aussi éthique, aussi loyale, aussi bonne dans son commerce? Ah ben, elle est musulmane, magnifique. Et si je m'intéressais un peu à ce que dit cette religion, voyez? Donc, mettez à disposition vos qualités humaines et vos qualités professionnelles. Parce que nous sommes dans des métiers de service. Et finalement, ce que nous offrons, c'est les informations que nous avons, le savoir que nous avons, l'expérience que nous détenons, l'expertise que nous avons acquise, etc., etc. Et là, j'ai envie de vous donner aussi un autre exemple. J'étais à l'aéroport de Dubaï. Et là, je tombe sur une nana au Shake Shack. Shake Shack, vous connaissez, c'est ma passion un petit peu. Dès que je passe à Istanbul, à l'aéroport international d'Istanbul ou bien à l'aéroport international de Dubaï, j'aime bien faire mes escales là-bas pour aller au Shake Shack. Et là, je vais au Shake Shack. J'étais déjà très contente d'y aller. Mais alors, quand j'y vais et que je tombe sur une nana hyper souriante, je lui dis... Mais il y a plus mon burger que j'aime trop. Là, ça faisait à peu près 6 mois en plus que j'ai pas mangé mon super burger. Donc, comment vous dire que je l'attendais, mon ventre il courait pour aller chercher le burger. J'y vais, il y a plus mon burger préféré. Et là, elle me dit, yeah, darling. J'ai dit oui. Est-ce que, s'il vous plaît, c'est possible d'avoir mon burger préféré? Parce que je devais commander à la machine, en automatique, vous savez, comme au McDo, etc. Désormais, vous pouvez tout faire sur les machines. Et elle me dit, oui, effectivement, il n'existe plus, darling. Je suis désolée. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux te le faire? Et je lui explique ce que je veux, et toujours avec le smile et le darling. C'était la première fois, parmi tous les voyages que j'ai pu faire sur cette terre, qu'on m'appelait darling avec un sourire aussi beau, aussi grand, aussi contente de me servir. Là, je me suis sentie face à quelqu'un qui était en état de servitude. Dis-moi ce que tu veux, ma jolie, je vais te le faire. Et c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs à Dubaï. On crache beaucoup sur ce qui se passe à Dubaï. Personnellement, je suis pas non plus pro Dubaï, mais ce que j'aime, c'est leur sens de la relation client. Pour le coup, c'était une personne de couleur qui m'avait servi, une femme très jolie avec un très joli sourire. Et je peux vous dire que ça l'a habillée d'une beauté que son physique ne lui aurait pas donné si c'était pas ce sourire et ce sens de la bonté, de la bienveillance. Sur le coup, ça m'a un petit peu surprise, hein, je vous avoue. Hein, on vous dit comme ça, darling, tu te dis, attends, chérie, est-ce que je suis sa pote un petit peu? Mais elle avait un sourire qui était d'une telle bonté et bienveillance que, waouh. Et tu te dis, ça, c'est juste une nana du Shake Shack. Enfin, je veux dire, on n'attend pas forcément d'elle un hyper grand sourire, quoi. Et puis, a priori, je sais pas, c'est peut-être pas un métier de passion, c'est peut-être plus un métier alimentaire. Mais elle était là, avec son petit mot gentil, son petit sourire sympa. Voilà, pour moi, j'étais en transit, hein, à cet aéroport, j'étais seulement en escale. Ça a été hyper agréable pour moi. J'avais 4 heures d'attente à faire entre 2 vols de 6 heures, pardon. Franchement, la petite pause, je crois, il était minuit, je devais attendre jusqu'à 3h ou 4h du matin, je sais plus. Ça a été hyper agréable de tomber sur elle. Franchement, tu descends de l'avion, tu vois un petit sourire comme ça, quelqu'un qui te dit « Darling, dis-moi ce que tu veux ». En plus, juste avant, j'étais sur les vols Emirates où pareil, t'as à peu près le même traitement. Honnêtement, je suis fan d'Emirates et maintenant, je suis encore plus fan de l'aéroport de Dubaï. Bref, petite parenthèse refermée. On va se parler du deuxième point que j'avais envie de développer avec vous, c'est le fait d'avoir un business pertinent. Pour moi, c'est la deuxième chose et ça, c'est pareil. Je comprends même pas que je sois aujourd'hui dans l'obligation d'en parler, mais je me dis, crap, tu peux pas faire un sujet sur l'exemplarité dans le business, sur l'excellence dans le business sans mentionner ce point-là. Parce que pour moi, c'est du bon sens, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pas du bon sens pour tout le monde. Donc, ici, j'ai envie de parler de si vous voulez être excellente, les filles, commencez par avoir un business pertinent, en fait. C'est juste logique, mais il faut quand même le dire, donc on le dit. L'excellence suggère la pertinence. Soyez pertinente sur votre marché, soyez pertinente dans votre proposition. Première chose, alors, être pertinente, pour moi, sur son marché, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie être unique sur son marché. Dire, ok, vous avez le droit d'être sur un marché où il y a déjà de la proposition, où il y a déjà de l'offre, où il y a de la demande, c'est ok, personne vous en jettera la pierre. Personnellement, j'ai intégré le marché du bien-être, il y avait déjà du monde, j'ai intégré le marché du business, il y avait déjà du monde, mais je me suis posé la question à un moment donné, ce marché, il manque de quoi? Qui est-ce qui est laissé pour compte sur ce marché? Qu'est-ce que le marché ne considère pas en l'état actuel des choses? Quelles données il ne prend pas en considération? Quelle situation il ne prend pas en considération? Quelle personne il laisse de côté? Quelle chose il laisse complètement abandonnée sur le bas-côté? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vous l'ai dit, je ressentais le besoin d'avoir tout le temps un business coach, un mentor, etc. Et malheureusement, je déplore de ne pas avoir de mentor suffisamment outillé, suffisamment expérimenté, suffisamment aguerri, suffisamment pro pour pouvoir lui faire confiance. C'est ce que j'ai fait en fait. À partir du moment où je me suis lancée dans le business coaching en ligne, non seulement j'ai voulu proposer ça, donc dans la Ouma, quelqu'un qui est force de proposition, qui propose de la nouveauté, qui se niche sur une niche qui est plutôt laissée pour compte, etc. Et puis je trouvais pas non plus de coach femme. J'ai décidé de faire ça pour les femmes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Faites de l'unique. Faites du neuf selon ce que vos yeux
perçoivent comme manquant sur le marché. Moi, ça m'a manqué sur le marché, ça me manque encore, et c'est pourquoi je suis allée me nicher là-dedans. Il y en a marre des redites. Renouvelez-vous sur un marché qui a besoin d'être renouvelé. Je peux vous dire qu'on prend n'importe quel marché, ça marche aussi. N'ayez pas peur de vous nicher. Je sais que c'est une phobie pour mes élèves et certainement que ça fera l'objet d'une masterclass privilégiée pour mes élèves et celles qui font partie du membership. Mais pourtant c'est essentiel les filles. Je peux vous dire qu'on a tendance à penser qu'on va se fermer plein de portes et pourtant ça en ouvre d'autres et des magnifiques. La seconde chose, c'est d'être unique dans sa proposition. Donc il suffit pas juste d'être unique sur le marché, mais il faut aussi avoir une proposition intéressante qui soit un petit peu marginale, qui sorte du lot. Faites à partir de ce que vous êtes les filles. C'est comme ça qu'on est unique. Venez sur le marché avec votre personnalité, votre vocabulaire, votre plume, vos émotions, votre sentimentalité et tout ce qui va bien. Venez avec un univers bien à vous. Arrêtez de faire du vu et du revu et ce que la concurrence fait déjà. Proposez votre propre manière de communiquer. Je vous le disais, je suis très nulle à la base en marketing et j'y connais rien. J'ai développé mon propre marketing très intuitif qui aujourd'hui donne des résultats, alhamdoulilah. Parfois, c'est pas autant de résultats que je le voudrais parce que ça manque un petit peu de côté académique. Mais pour autant, j'ai développé et les gens ont fini par adhérer et aujourd'hui ils achètent pour ça aussi. Ayez aussi vos propres ambitions, soyez unique dans vos ambitions. C'est quoi votre ambition pour votre entreprise? Dans votre proposition, qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter aux gens que vous allez accompagner? Donc ça c'est très important les filles, d'être pertinente dans son business, que ce soit au niveau du marché sur lequel vous décidez de vous implanter ou au niveau de la proposition de transformation que vous faites. Et justement, là où ça va m'intéresser le plus, avec mes élèves en tout cas, d'apporter ce côté unique sur le marché, c'est la proposition de transformation qui est faite. Offrez de véritables transformations et là vous serez excellente. Il faut savoir les filles que les gens sont prêts à payer si et seulement si vous leur apportez du changement, tout en leur donnant les ressources adéquates. Premièrement, on va se parler de transformation. Les gens, quand vous observez bien, ils payent pour que ça change. Ils payent pour une nouvelle coiffure. Ils payent pour un voyage qui va les dépayser. Ils payent pour un maquillage qui va les faire sentir belles comme jamais elles ne sont senties aussi belles. Donc, comprenez que on achète le changement. Donc, please, vendez-nous enfin des transformations qui nous offrent du changement. Demandez-vous pour cela, il se passera quoi si les gens achètent chez moi? Leur vie, elle va changer comment sur le plan émotionnel, sur le plan mental, dans leur quotidien, au niveau personnel, au niveau spirituel, affectif, financier, etc., etc. Ça, c'est comme ça que je construis mes offres avec mes élèves, leurs offres avec mes élèves. Elles ont un exercice complet d'ailleurs qui les embête bien, qui les font bien chier. J'ai une élève la semaine dernière qui était dessus qui me dit mais Ikram, cet exercice il est horrible, il est horrible, mais je te promets que plus tard tu me remercieras, je te promets que plus tard tu sauras exactement où tu vas emmener les personnes, tu sauras communiquer sur ce que ça va changer dans leur vie, tu sauras répondre à leurs objections, tu sauras répondre à leurs réserves parce que tu auras pensé ton offre suivant le changement que ça va apporter dans tous les domaines de leur vie. Même si vous proposez quelque chose qui semble relativement anodin, moi par exemple je propose du business, je proposais avant ça du bien-être, eh bien je leur disais de quelle manière le fait de travailler avec moi sur telle problématique de leur vie va changer pas non seulement leur rapport à elles-mêmes, leur rapport à leur corps et leur représentation d'Allah, non, ça va aussi changer ceci, cela et puis cela dans ta vie. Et là les gens ils te disent ok j'achète en fait si ça change tout ça, mais je paye tout de suite, je suis même prête à payer 10 fois le prix, et quand elles finissent d'ailleurs c'est ce qu'elles me disent, je suis prête à remettre 10 fois ce prix là parce que tu m'as provoqué du changement dans ma vie. Bon, je ne l'ai pas provoqué, en soi, j'ai juste créé avec elles les causes parce que je suis outillée, parce que je suis expérimentée et elles pas dans ce domaine-là. Voyez, donc vendez-leur du changement ou bien vous ne vendrez rien, c'est aussi simple que ça. Et moi j'en ai marre de voir des business où malheureusement on offre des choses très superficielles, on offre du changement inabouti, on offre un début de transformation. Soyez jusque-boutiste, please, c'est ça aussi l'excellence, c'est être jusque-boutiste, pas perfectionniste, jusque-boutiste. Ensuite on va parler de fournir des ressources. Alors je vous l'ai dit, personne n'attend de vous la perfection. En revanche, ce qu'il est attendu de vous en tant que professionnel de l'accompagnement dans les métiers de l'infoprenariat, c'est de fournir des ressources. Nos métiers de coach, thérapeute, freelance, etc., ils consistent avant tout et pour tout en la fourniture de ressources. Donner d'excellentes ressources, d'excellentes références, d'excellents outils, d'excellents moyens de réalisation de la transformation promise et pour laquelle les gens ont choisi de vous faire confiance à vous. Investissez dans les ressources, choisissez les meilleures ressources pour vos clientes. Soyez ambitieuse dans les opportunités de changement que vous vous engagez à leur offrir et à leur délivrer.
Ça, c'est très important. Ça, c'est ce qui me fait acheter personnellement en tant que cliente. Et mes clientes, souvent, d'ailleurs ça aussi c'est un des moyens par lesquels je sais qu'elles sont au bon endroit, c'est que quand on a fini de rédiger, donc ça y est, on a travaillé sur leur positionnement, on a travaillé sur leur offre, on a travaillé sur leur script de vente, souvent je leur joue le script. Et elles me disent, mais là j'achète dessus, tu m'as vendu mon propre coaching, tu m'as vendu ma propre presta là. Ben super si tu l'achètes. Tu dois être la première à vouloir l'acheter en fait. Et moi aussi d'ailleurs, si j'ai pas envie d'acheter son truc, et je peux vous dire qu'avec ma business coach Myriam qui travaille avec nous, elle pareil, elle me dit oh, aujourd'hui j'ai construit une offre, elle était magnifique, j'avais envie de l'acheter, je pourrais tellement être sa cliente si seulement j'avais des enfants, si seulement j'avais ceci. Si on n'a pas envie d'être cliente de nos clientes, quand on les aide à construire leur offre, eh bien on leur dit vous n'êtes pas au bon endroit là. Attends, ton truc il va pas. Okay. Donc vous-même vous devez avoir envie d'être cliente de ce que vous proposez. Et si vous faites accompagner, si votre coach il sent pas ce... Je vous parlais à un moment donné dans un audio podcast sur Telegram, je vous disais, j'ai une élève à un moment donné, on était là, on tournait autour du pot, autour de la proposition marketing et commerciale qu'elle allait faire et qu'elle allait mettre sur ses réseaux. Donc on tournait autour, elle me disait non, bof, pas ci, pas cela. Et après on met les bons mots dessus, on construit la phrase, et elle me dit, oh, il crame, là je sens un truc qui monte. Là je sens une énergie qui monte. C'est incroyable, c'est exactement ça. Depuis tout à l'heure on n'y était pas, on a perdu une bonne demi-heure dessus. Elle me dit, il y a un truc qui est monté en moi, un espèce de feu qui monte, vous savez. Et là, vous savez que vous êtes au bon endroit. Et là, vous savez que, waouh, une mission comme ça, je sais qu'elle va se battre, qu'elle va s'arracher dessus pour que ses clientes aient ce qu'il y a de mieux, parce que c'est une mission qui est venue c'est sorti de ses tripes. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, on l'a co-construite, sa mission. Bien sûr, toujours avec ses mots, avec les exercices d'introspection qu'on a fait avec elle, hein. Mais c'était puissant. Allez nous chercher des outils qui permettent ça, en fait. Et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on essaie d'offrir dans notre coaching. C'est de mettre à disposition de nos élèves des outils, des moyens, des ressources qui leur permettent d'accéder à ce feu intérieur, qu'elles vont pouvoir derrière monétiser et duquel elles vont pouvoir vivre avec amour, entrain, beaucoup de bienveillance et surtout beaucoup de performance. Voilà, on a fini pour l'épisode du jour, les filles. Et justement, ce qu'il faut en retenir, c'est que l'excellence dans le business, c'est d'abord une posture de servitude à prendre. Au départ intérieurement, puis extérieurement. Il faut aussi être dans une démarche d'excellence en se posant toujours la question de la pertinence de notre business et sans cesse avoir le souci d'offrir des services qui transforment, tout en gardant bien sûr à l'esprit que l'excellence est une quête, non pas une destination. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un épisode sur les croyances limitantes dans le business. Je vous invite à y être, il risque d'être puissant. Pour celles qui l'ont compris, il y aura effectivement un webinaire avec moi en direct le mardi prochain, donc pas celui-ci, celui d'après, ce sera le 13 décembre à 20h30. Le nombre de places sera limité, je serai en live pour vous partager le bilan que je fais de l'infoprenariat en 2022, ce qu'il faudra absolument bannir sur l'année 2023 et comment est-ce qu'il faudra construire sa proposition sur l'infoprenariat en ligne en 2023 pour pouvoir en vivre décemment. Je vous retrouve en attendant pour un live ce jeudi 8 décembre à 21h et on se parlera d'infoprenariat musulman en ligne pour justement vous dire un petit peu plus le fond de ma pensée. Je l'ai partagé un petit peu au travers de cet épisode, mais très timidement. Inch'Allah, on ira le faire plus sérieusement. Je vous invite à vous abonner, à noter cet épisode s'il vous a plu et à le commenter surtout pour me soutenir, puisque plus vous commentez, mieux je suis référencée. Et je vous remercie pour votre soutien, pour celles qui prendront la peine de le faire. Très belle semaine à vous, à la semaine prochaine. Assalamu alaikum.